après-midi. Merci d'être avec nous pour la 4e édition des Rendez-vous d'histoire de Québec. Je me présente, Myriam Lévesque, adjointe à la coordination pour les rendez-vous d'histoire et étudiante à la maîtrise en histoire. Dans cette conférence, Anne-Philippe Beaulieu présentera l'émergence et le développement du métier de dessinateur de presse au tournant du 20e siècle. Anne-Philippe Beaulieu est étudiante au doctorat en histoire de l'art à l'Université de Montréal, adjointe à la coordination des événements et assistante de recherche au Centre de recherche interuniversitaire en littérature et culture québécoise, et membre de l'Association québécoise pour l'étude de l'imprimé. Son domaine de spécialisation est l'histoire des imprimés et de la vie culturelle et artistique au Québec au 19e siècle. Son mémoire de maîtrise intitulé « La profession de dessinateur de presse au Canada français au tournant du 20e siècle, le cas d'Edmond-Joseph Massicotte, 1875 à 1929, a été accepté aux presses de l'Université de Montréal. Dans sa thèse, elle s'intéresse au réseau de sociabilité et de pouvoir de la fin du 19e siècle à Montréal et le rôle qu'ils ont joué dans la consolidation de l'identité canadienne-française. Anne-Philippe est tombée en amour avec l'histoire du Québec grâce à son grand-père paternel, Rodolphe Beaulieu, du village de Sébec, situé dans la vallée de la Matapédia. De son vivant, il lui a transmis sa patience et son ardeur au travail. Bien, Anne-Philippe, la parole est à vous. Merci Myriam, c'est gentil. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de l'émergence de la profession de dessinateur de presse à la fin du 19e siècle au Canada français. On va s'attarder sur la carrière et la production graphique d'une douzaine de dessinateurs montréalais, dont vous allez avoir la liste complète ici dans le PowerPoint. Tous ces jeunes hommes-là, dont nous allons découvrir le travail aujourd'hui, sont nés dans les années 60-70, sauf pour les deux aînés qui sont Henri Julien et Joseph Labelle. Tous ces dessinateurs ont travaillé simultanément ou conjointement pour les imprimés montréalais les plus en vogue à l'époque. Parmi eux, il y avait autant d'illustrateurs que de caricaturistes. Il y avait également quelques BDistes et de très rares peintres. C'est vraiment la raison pour laquelle on va prioriser aujourd'hui le terme dessinateur, qui réfère vraiment là, au travail général du dessin. Maintenant, pourquoi j'ai ciblé la ville de Montréal aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'à la fin en fait du 19e siècle, la ville de Montréal elle est devenue le centre des manifestations artistiques et culturelles au Canada. Entre autres, le noyau littéraire s'est déplacé de la ville de Québec vers Montréal pour venir se joindre à l'effervescence de la métropole. Et c'est dans ce contexte-là d'épanouissement artistique et culturel que la profession de dessinateur va émerger. Tout d'abord, par contre, avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais vraiment prendre un moment pour remercier en fait tous les chercheurs qui, comme moi, se passionnent pour l'histoire de la presse écrite au Québec. Écrire l'histoire, c'est un travail d'équipe. Donc, les recherches que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le fruit des travaux qu'a effectué plusieurs chercheurs de manière individuelle et parfois collective. J'ai inscrit ici leurs noms dans le diaporama et je vous ai mis certains de leurs ouvrages qu'ils ont publiés. Si jamais le thème d'aujourd'hui vous intéressait et que vous souhaitiez aller en fait en plus en profondeur, vous aurez au moins des références dans la vidéo de la conférence. Donc, on va attaquer le sujet. Aujourd'hui, on va voir qu'au Canada français, dans la seconde moitié du 19e siècle, il y a différents éléments qui vont établir les conditions nécessaires en fait au développement des arts visuels et permettre du même coup en fait la professionnalisation et la diversification du métier d'artiste en général. On va s'attarder aujourd'hui sur les transformations majeures qui sont survenues dans 3 secteurs spécifiques de la société canadienne-française. Il va y avoir le milieu de l'éducation, celui des communications et finalement celui de l'édition. Même si les transformations qu'on s'apprête à voir vont sembler parfois déborder du sujet de la conférence, elles sont en réalité responsables de la naissance du métier de dessinateur de presse, donc il est vraiment important qu'on s'y attarde. D'abord, on va regarder les transformations dans le milieu de l'éducation. Dans les années 1850, il y a un premier mouvement d'industrialisation qui va s'amorcer au Canada français. Et on va voir un transfert d'un mode de vie rural vers un mode de vie urbain. Dans le fond, l'économie qui était autrefois fondée sur l'agriculture, elle va maintenant se développer tranquillement grâce aux manufactures. Et on doit désormais en fait former une main-d'œuvre spécialisée pour le travail en usine. Tout ça va déclencher ce que l'on appelle en fait la modernisation de la production artisanale. Autrement dit, en fait, les jeunes apprentis qui étaient autrefois formés dans l'atelier d'un maître artisan
sont désormais trop nombreux, donc on doit créer des lieux de formation pour cette masse ouvrière. Il y a plusieurs membres de l'élite qui vont donc en fait solliciter une intervention gouvernementale pour améliorer la situation et en fait les changements vont arriver assez rapidement. En 1855, il y a Pierre-Joseph Olivier Chauveau qui va être nommé en fait surintendant du bureau de l'éducation et qui va alors prendre en charge l'instruction publique. C'est grâce à son insistance en fait que le Parlement du Canada uni va créer 2 ans plus tard, donc en 1857, la Chambre des arts et manufactures du Bas-Canada et du Haut-Canada, donc 2 chambres pour chaque Canada qui vont recevoir en fait la mission éducative de sensibiliser la population en fait aux nouvelles techniques d'art et de sciences, le tout appliqué à l'industrie. Et bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, ils auront la mission de veiller à la formation d'ouvriers qualifiés. C'est comme ça, en fait, que l'éducation qui était menée anciennement par des initiatives privées va devenir l'affaire du gouvernement. Et les anciennes méthodes d'apprentissage des métiers ainsi que la transmission, en fait, du savoir artistique et manuel vont être transférées, dans le fond, à la sphère publique parce qu'elles vont devoir répondre dorénavant aux besoins qui sont engendrés par l'ère industrielle. À la même époque, donc soit à la fin des années 1850, on va voir apparaître les premières institutions officielles de formation artistique, et ça, c'est grâce aux actions de Napoléon Bourassa. Pour ceux qui ne connaissent pas Bourassa, il a joué là, un rôle d'importance dans la promotion de l'enseignement des arts visuels au Canada français. Il a entre autres créé, il est à l'origine de la création de l'Académie des beaux-arts de Montréal et de l'Institut canadien-français des arts et métiers. Donc, c'est grâce à lui que la vie artistique montréalaise va vraiment acquérir des infrastructures pour soutenir son développement. D'ailleurs, je vais vous nommer quelques exemples les plus importants des lieux d'enseignement pratique des beaux-arts qui vont voir le jour à l'époque. Vous en avez ici une liste dans le diaporama. Je vous nomme les plus importants. Par exemple, en 1860, vous avez l'Art Association of Montreal, qui est aujourd'hui en fait le musée des beaux-arts de Montréal, qui va être fondé pour offrir en fait un espace qui va être consacré à l'art et à la culture. En 1871, vous avez aussi l'Institut national fondé par l'abbé Joseph Chabert. En fait, il s'agit d'une école qui offre l'instruction des arts et des sciences, comme on l'a dit tout à l'heure, appliquée à l'industrie. Ensuite, en 72, vous avez le Conseil des arts et manufactures, donc le CAM. Le gouvernement va d'ailleurs octroyer au CAM un mandat éducatif qui est très similaire à l'école de Chabert, qui va être en fait celui de créer des écoles d'art pour former des jeunes au milieu, entre autres, manufacturier. Donc, le CAM va fonder sa propre école gratuite dans les bâtiments du Monument national. Et finalement, un autre exemple, en 1879, il y a l'Art Association qui va créer au Square Philippe la Art Gallery et laquelle va offrir, dans le fond, une panoplie de cours en art basés sur le modèle d'enseignement académique parisien. Donc, toutes ces écoles-là d'art que je viens de vous présenter, il y a aussi certaines industries, des manufactures qui vont également mettre sur pied leur propre formation en demandant notamment de l'aide au CAM pour créer leur programme d'enseignement. Parmi les nombreuses écoles qui voient le jour à l'époque, à l'intérieur de celle-ci, il n'y a pas comme telle de formation spécifique pour le métier de dessinateur de presse, mais la plupart des jeunes, en fait, qui vont le devenir, vont prendre un cheminement assez semblable à l'intérieur de ce réseau-là d'enseignement. Ils vont suivre 2 voies, l'apprentissage technique en atelier et ou la formation académique dans les écoles d'art. Parmi les dessinateurs, on va noter que c'est davantage en fait les plus jeunes qui vont choisir la formation académique de type beaux-arts. Les plus âgés, eux, vont suivre en fait davantage une formation professionnelle dans les manufactures. Ça n'empêche pas certains, par contre, plus âgés qui sont issus des manufactures, malgré leur carrière professionnelle entamée, de quand même décider d'aller se perfectionner dans des écoles d'art. Comme ça, en accumulant des formations, en fait, ça leur permet d'augmenter leur statut et leur professionnalisme. Maintenant, on va voir la première formation, l'apprentissage technique. En fait, elle était la plupart du temps donnée par des manufactures.
Les jeunes la commençaient en usine, la formation en usine vers 16 ans. Je vous donne l'exemple, l'imprimeur-éditeur Georges-Édouard Desbarats, en fait, est un très bon exemple. Il va offrir à de nombreux jeunes, notamment des futurs dessinateurs, une formation professionnelle dans ces manufactures. Et ensuite, ce qui arrivait, c'est que souvent, il proposait à certains d'entre eux des postes de dessinateurs pour les imprimés qui lui appartenaient. On peut prendre l'exemple de Henri Julien, qui, à l'âge, par exemple, de 17 ans, va recevoir une formation au sein de la société Lego & Compagnie, qui est une compagnie, en fait, qui appartient à Desbarats et à son collègue William Lego. Dans cette entreprise-là, Julien va en fait se familiariser avec la typographie, la lithographie, la gravure, et ça, c'est en plus des tâches qu'il doit faire à la manufacture en tant qu'ouvrier. La situation de Julien, là, elle est vraiment pas unique. Il existe des cas très similaires, comme ceux de Brodeur, Labelle et Savard, qui vont recevoir également tous les trois une formation au sein des firmes qui appartiennent à Desbarats. Il y a d'autres jeunes, il y a certains dessinateurs, comme par exemple Caron et Charlebois, qui eux aussi vont faire un apprentissage technique en atelier, mais cette fois-ci, ça va être hors des firmes Desbarats. Caron va par exemple travailler pendant 11 ans comme un dessinateur d'ornements de vitraux chez le manufacturier J.C. Spence & Son, tandis qu'en fait, Charlebois, lui, il était fils d'un peintre décorateur. Fait que dans le fond, on pense qu'il aurait probablement reçu une formation dans le petit atelier de son père. Maintenant, on va regarder le deuxième type de formation que vont suivre les jeunes apprentis artistes, dont en fait les futurs dessinateurs. C'est une formation artistique dans des écoles d'art que le gouvernement vient tout juste de créer. On parle là d'un cursus académique qui se rapproche en fait de celui qui est enseigné dans les écoles de beaux-arts à l'étranger. Il y a par exemple, âgés là, entre 16 et 18 ans, il y a Bourgeois, Latour et Massicotte qui vont fréquenter en fait les cours du soir qui étaient offerts gratuitement au CAM. Et ensuite, ils vont aller suivre, en fait, à cet endroit-là, pardon, ils vont suivre des cours de lithographie, de peinture, de dessin, ils vont apprendre la copie d'œuvres, d'art, du modèle vivant. Puis, après avoir fréquenté, dans le fond, les classes du CAM, ils vont tous les trois aussi compléter une formation à l'Art Association. Donc, en fait, grâce au réseau d'enseignement qui s'instaure progressivement là, au Canada français, les artistes vont être de moins en moins forcés d'aller suivre une formation donnée à l'extérieur de la province. Il va quand même y avoir, il y en a quand même certains qui vont se rendre à l'étranger là, pour des raisons familiales ou financières. Ça va être le cas, par exemple, de Paradis et Vézina qui vont fréquenter des écoles anglophones en Ontario et aux États-Unis, notamment. En parallèle, malgré la formation qui est donnée au pays, l'Europe va quand même devenir un point d'attraction pour les artistes canadiens. C'est l'occasion pour eux, en fait, de compléter une formation artistique sous la tutelle d'un maître européen dans une des académies de renom. En France, par exemple, c'est l'occasion pour les jeunes d'accéder aux grandes collections, de pouvoir étudier des chefs-d'œuvre célèbres. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à leur retour de voyage, les artistes canadiens qui ont étudié à l'étranger ont plus souvent, en fait, de facilité à décrocher des commandes. Donc, dans ce contexte-là, en fait, autrement dit, un départ en Europe, c'est comme synonyme de perfectionnement et de réussite. Donc, dans un contexte comme ça, c'est normal qu'il y ait plusieurs artistes qui vont espérer traverser l'Atlantique, mais en fait, en réalité, ils vont être assez peu nombreux à y parvenir parce que le voyage coûte cher. Donc, c'est souvent des enfants de familles fortunées ou des artistes qui dénichent, par exemple, du financement grâce à des concours organisés par les autorités publiques ou religieuses qui vont avoir le loisir de poursuivre une formation en Europe. Parmi les futurs dessinateurs, en fait, il va y avoir seulement Lamarche, Paradis et Barré qui vont parvenir à faire des études outre-mer. Barré, à l'époque, il est âgé de 17 ans quand il va se rendre en France pour compléter sa formation à l'Académie de Julian. Et la même année, il y a Lamarche qui fréquente aussi l'Académie de Julian et l'Académie Colarossi. C'est possible d'imaginer, d'ailleurs, que ces deux jeunes hommes-là se côtoient sur les bancs des académies françaises. Quant à ce qui est de Paradis, lui, il va étudier plutôt à l'atelier de Jean-Léon Gérôme.
Donc, dans le fond, à la fin du 19e siècle, c'est dans ce nouveau système éducatif-là qu'on vient d'observer que les artistes vont trouver une variété d'opportunités de formation professionnelle pour leur carrière et que leur statut va vivre des transformations. Vers la fin du 19e siècle, il y a deux générations d'artistes qui se côtoient sur la scène des beaux-arts à Montréal et qui se partagent en fait le marché local de l'art. Le premier groupe, il va être composé d'artistes canadiens et étrangers qui vont être nés plutôt dans les années 1850. On peut penser à William Brymer, Louis-Philippe Hébert, Edmond Dionnet, Henri Julien, qui est dessinateur. La majorité d'entre eux ont atteint en fait une position assez dominante sur le marché. Ils attirent l'attention de la critique, ils exposent, ils obtiennent des commandes. Ils vendent leurs œuvres aussi relativement bien. C'est à cette première génération-là d'artistes, en fait, que va être attribué des postes d'importance dans le domaine des arts, entre autres dans les écoles que je vous ai présentées tout à l'heure, comme l'Art Association ou le CAM. Le second groupe d'artistes qui occupe la scène des beaux-arts à Montréal, lui, est composé davantage de jeunes artistes nés dans les années 1860. La plupart ont choisi une carrière de peintre et il y en a même certains qui ont perfectionné leur apprentissage à l'étranger. Là, on peut nommer des artistes que vous connaissez sans doute très bien. Ozias Leduc, Marc-Aurèle de Foix, Suzor Côté, Maurice Cullune, Georges Delfosse. Bref, ce n'est que quelques exemples. C'est dans ce système-là, en fait, artistique qui se structure en réseau générationnel que les dessinateurs de presse se retrouvent, en fait, à la fin du 19e siècle. Pour ce qui est des dessinateurs de presse, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont majoritairement nés dans les années 1860-70, sauf pour les deux aînés. Donc, ils suivent de près la seconde génération qu'on vient tout juste de voir. Ils vont d'ailleurs se partager les bancs des écoles d'art avec eux. Ils vont recevoir un enseignement des mêmes professeurs. Il y en a plusieurs qui vont travailler sur des projets ensemble. Je vous donne un exemple très, très concret. Il y a les peintres Delfosse et Leduc qui vont participer avec les jeunes dessinateurs de presse au marché du livre illustré que l'on va voir un peu plus tard. Donc, en fait, il est évident qu'il y a des liens qui se créent entre les générations. Et à la fin, en fait, du 19e siècle, tous ces artistes-là, peintres et dessinateurs, générations confondues, vont se partager le milieu, le marché de l'art. La question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi certains de ces jeunes-là, notamment de cette seconde génération-là, vont se retrouver, eux, propulsés dans le milieu de la presse écrite et non de la peinture. En réalité, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à la fin du 19e siècle, le système artistique est en plein développement, oui, mais il ne peut pas répondre à la demande de tous ces jeunes-là qui, pour la majorité, espèrent en fait faire profession dans le domaine de la peinture, qui est d'ailleurs le plus valorisé à l'époque avec la sculpture. Donc, ce qui va arriver, c'est que ces jeunes apprentis-là vont se réorienter dans des domaines où la demande va être plus grande, ce qui va être en fait le cas des arts graphiques. Parce que comme on va le voir plus tard, juste ensuite, le domaine des imprimés est à ce moment charnière-là en pleine expansion. Donc, le dessin de presse, c'est pas un premier choix. C'est pas un premier choix de carrière. La plupart des dessinateurs de presse y ont étudié aux Beaux-Arts, probablement dans l'espoir d'avoir une carrière de peintre, mais pour des raisons personnelles qui est dans l'ensemble impossible de connaître, il y en a plusieurs qui vont abandonner le projet et se réorienter dans le milieu de la presse. On peut quand même imaginer que, dans le fond, les raisons principales de ce choix-là vont être la nécessité de ressources financières, ça peut être la saturation du marché et aussi, pourquoi pas, le manque de compétences. Autrement dit, je m'explique, comme il y a peu de débouchés dans le domaine des arts, des beaux-arts, ça provoque des rivalités pour les postes convoités et nécessairement, on choisit les meilleurs ou on choisit ceux avec qui on a des connexions ou des liens particuliers. On sait aujourd'hui qu'à l'époque, le regard des artistes sur le métier de dessinateur de presse n'était donc pas toujours bienveillant. Je vous donne un exemple, le sculpteur Alfred Laliberté, qui était lui issu du système des beaux-arts,
ne se gênait vraiment pas pour critiquer, d'évaluer le travail de ses confrères dessinateurs, qui pour lui avaient freiné leur carrière de peintre. Ils avaient gâché leur talent en devenant des dessinateurs de presse, tout ça par peur en fait de manquer d'argent. Pour la liberté, le dessin de presse, en fait, c'est un art qui est commercial, qui n'est pas en fait du grand art comme lui il fait. Bon, c'est ça, c'est pas un avis qui était partagé de tous. Il y avait d'autres intellectuels de l'époque qui étaient loin de penser la même chose. Par exemple, le journaliste Albert Laberge, qui était ami avec la plupart des dessinateurs de presse, lui, il trouvait que, bon, la situation n'était pas facile pour eux, mais malgré les contraintes du travail, il reconnaissait vraiment que ses confrères avaient du talent. Et ça, ces témoignages-là, si vous désirez les lire, ils se retrouvent, les témoignages de la liberté et la berge, dans leurs ouvrages respectifs que je vous ai mis dans le diaporama. Donc, en fait, les éléments qu'on vient de voir, ça nous laisse croire que le statut socio-professionnel des dessinateurs de presse devait être quand même difficile à porter à l'époque. Bon, outre la difficulté et l'exigence même du métier, il y a le manque de reconnaissance et en plus, on sait aujourd'hui, grâce à quelques témoignages, que leur salaire n'était pas très élevé. C'est sûr, il existait quand même là, des cas exceptionnels comme ceux de bourgeois, brodeurs, Julien, qui avaient acquis là, des postes d'importance au sein de la grande presse écrite. Par exemple, Julien et Bourgeois bénéficiaient d'une exclusivité avec le journal pour lequel il travaillait. Julien, il était avec le Star et Bourgeois avec la presse, mais c'est des cas uniques pour l'époque. Donc, au cours de leur carrière, en fait, il y a quand même peu de dessinateurs qui vont atteindre un statut privilégié, ce qui va entraîner, en fait, les artistes du milieu de la presse, qu'ils soient illustrateurs ou caricaturistes, à ce qu'on appelle, en fait, l'alternance des métiers et le vagabondage d'un journal à l'autre. Même ceux qui avaient acquis des postes d'importance, en fait, durant leur carrière, là, il y en a plusieurs qui ont été amenés à alterner différents emplois, à accepter des contrats de travail qui étaient peut-être parfois peu valorisants sur le plan artistique. Et ce choix-là était fait sans doute dans l'objectif clair de subvenir aux besoins, à leurs besoins personnels et à ceux de leur famille. On peut penser à Charlebois, à Julien, à Latour, à Mascotte, à sans doute même la majorité de leurs confrères qui avaient en fait la responsabilité d'une famille composée à l'époque, on s'en doute, la majeure partie du temps là, de nombreux enfants. Par ailleurs, il y a l'inconstance, il y a la précarité du métier qui va pousser plusieurs dessinateurs aussi à mener une carrière secondaire et elle va se faire vraiment très souvent dans le professorat. Ce choix-là leur permettait en fait de jumeler 2 salaires et de coordonner facilement un temps partiel de soir comme professeur à leur emploi principal de dessinateur à temps plein, 2 jours, dans un journal. On peut penser à Charlebois, à Julien, à La Belle, La Marche, Paradis, Vézina. Il y en a plusieurs qui vont enseigner au CAM ou dans les écoles de la Commission scolaire de Montréal. La Marche, par exemple, Paradis et Vézina vont enseigner le dessin aux enfants. Certains vont même reprendre le poste de leur maître des années après. Donc voilà. C'est sûr que quand les opportunités de carrière se font donc pas assez nombreuses, il y a certains dessinateurs qui vont se tourner dans le fond vers des contrats aussi, donc il y a le professorat, mais il y en a aussi certains qui vont se tourner vers des contrats secondaires dans l'illustration commerciale. Ce que j'entends ici, c'est des publicités, des affiches, des brochures. Ici, je vous donne un exemple que vous voyez dans le diaporama. Mascotte va effectuer pendant plusieurs années des annonces publicitaires pour différentes compagnies. Ici, ce sont des publicités pour la librairie des frères Granger. Ces annonces-là ont été aussi diffusées là, dans l'Almanach Roland, la Revue Moderne, l'Oiseau Bleu. Et dans le fond, c'est des publicités qui présentaient tout simplement des objets de papeterie. Donc, avec tous les éléments qu'on vient juste de voir, on comprend que le métier de dessinateur de presse n'était pas toujours synonyme de stabilité. Donc maintenant, on va voir un peu ce qu'il en est du statut socio-professionnel des dessinateurs de presse, comment ils se sont eux-mêmes représentés dans leur société comme artistes.
À ce jour, en fait, on a découvert les différentes cartes professionnelles des dessinateurs de presse qu'on a découvertes dans les pages des publicitaires des journaux montréalais démontrent vraiment la complexité de leur statut professionnel. Tour à tour, en fait, ils se sont présentés eux-mêmes comme portraitistes, dessinateurs en tout genre, artistes, dessinateurs, etc. Ceux qui alternaient plusieurs métiers, ils sont allés jusqu'à afficher tantôt un, tantôt l'autre. Je vous en donne un exemple ici. Charles Bois, on a retrouvé des cartes d'affaires où il se présente uniquement comme enlumineur. En dehors de ces cartes d'affaires-là, il y a aussi les enregistrements du Lovel's Montreal Directory qui démontrent aussi la difficulté des artistes à définir leur métier. Pour ceux qui ne savent pas, le Lovel's, c'est juste un annuaire dans lequel, à l'époque, on compilait des informations sur la population, les entreprises, les institutions de Montréal. Il est disponible à la BANQ numérique si vous désirez le consulter en ligne. Donc, c'est dans cet annuaire-là qu'on retrouve l'enregistrement de plusieurs dessinateurs de presse montréalais. Et à la section métiers, on constate en fait qu'ils se sont inscrits sous différents titres, comme painter, artiste painter, designer, artiste, des titres qui laissent croire en fait que leur statut était dans une réelle ambiguïté. C'est sûr, il est difficile de savoir si ce sont les artistes eux-mêmes qui se sont attribués ces titres-là. Est-ce que c'est pas un membre de leur famille qui était présent peut-être à la porte ce jour-là pour recevoir le recenseur de données? Ou encore le recenseur lui-même de données qui utilisait peut-être tout simplement des termes fixes pour englober les artistes, domaines confondus, dans des catégories générales. On n'a pas la réponse. Le choix, en tout cas, de leur titre professionnel et le design visuel de leur carte d'affaires, c'est deux exemples de manifestations que les dessinateurs de presse ont utilisés pour auto-définir leur statut, qui en réalité était remise en question constamment par le milieu socio-artistique de l'époque. C'est sûr, il va y avoir d'autres manifestations pour légitimer leur travail artistique, comme par exemple les regroupements qu'ils vont faire là, autour de publications collectives et également une exposition collective qu'ils vont organiser en 1903. Vous avez ici une publicité justement du journal La Presse là, qui annonce l'événement. On voit les dessinateurs anglophones et francophones qui y ont participé. Il y a même également une femme qui était là. Donc ça, c'est une autre manifestation pour autodéfinir en fait leur statut professionnel. Il y en a un autre aussi que je vous ai donné, c'est l'exemple du journal satirique La Bombe, auquel presque tous les dessinateurs montréalais présentés au début de la conférence ont participé. Ici, il s'agit par contre dans le PowerPoint d'une réédition très très récente de La Bombe, qui a été rééditée en fait en 2011 aux éditions Moult. Ça a été dirigé en fait par les chercheurs Sandria Péboulian et Jasmin Miville-Allard. Mais en fait, c'est le journal original qu'on peut consulter, réédité. Donc, ici, c'était un projet, en fait, qui était soutenu aussi par une équipe de chercheurs là, qui était issue du domaine de la presse écrite au Québec. À l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de données, en fait, inconnues sur les dessinateurs de presse, comme leur salaire réel, le nombre d'heures exactes qu'ils ont travaillé, leurs conditions de travail, par exemple, les détails sur le lieu physique. Il serait aussi intéressant d'avoir des études sur les dessinateurs de d'autres villes. Donc, il reste vraiment du travail à faire. Mais on comprend quand même avec les éléments vus et présentés aujourd'hui qu'à l'époque, il existe une structure hiérarchique dans le milieu des artistiques et les dessinateurs, en fait, s'insèrent à l'intérieur d'elle. On l'a vu, la peinture et la sculpture sont synonymes du grand art et les arts graphiques, eux, sont moins reconnus. La marginalisation, en fait, de ces artistes-là, dans l'historiographie de leur époque, mais aussi dans celle d'aujourd'hui, peut peut-être, en fait, s'expliquer justement par la nature multiforme de leur statut et de leur production graphique, parce qu'on va le voir très bientôt, leur production graphique est très diversifiée, donc difficilement classable. On vient de clore notre analyse en fait du secteur de l'éducation. Maintenant, on va observer très brièvement le milieu des communications pour comprendre qu'en dehors des changements qui s'effectuent dans le milieu institutionnel,
il y a des transformations majeures qui se déroulent dans le domaine de la presse et qui ont été responsables en partie de l'émergence de la profession de dessinateur de presse. Donc, en fait, tout au long du 19e siècle au Canada français, les communications sont animées par une presse partisane qui est destinée majoritairement à un lectorat lettré et instruit, donc restreint. Les feuilles d'opinion, en fait, c'est en réalité des très petits journaux dont le contenu donne vraiment priorité au discours politique. À part quelques caricatures, là, les images sont vraiment presque inexistantes à l'intérieur de ce type de publication-là. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer la rareté de l'illustration à ce moment-là. Ça peut être les coûts élevés reliés à l'impression de l'image. Ça peut être les coûts reliés à l'emploi d'un artiste pour en produire une, ou encore la rareté des artistes qui connaissaient à l'époque les techniques de gravure adéquates. La raison aussi, ça peut être les systèmes d'impression qui étaient assez élémentaires au début du siècle. Ou même encore, il ne faut pas oublier que ce type de presse-là donne priorité au contenu écrit. Donc, l'image n'est pas nécessaire. Mais ce qui va arriver, en fait, c'est qu'à la fin des années 1860, on va voir l'arrivée d'innovations technologiques dans le domaine de l'imprimerie. On peut penser à la lithotypie, à la photographie grenée, à la photolithographie, etc., qu'invente en fait Georges-Édouard Desbarats et son collègue William Augustus Legofils. Ce sont des technologies, des nouvelles technologies qui améliorent et facilitent la reproduction des images. Donc, l'arrivée de ces procédés-là vont engendrer la naissance d'une culture de l'image et vont favoriser rapidement la création en fait, de plusieurs imprimés illustrés. Je vous nomme quelques exemples de grands quotidiens et de revues illustrées qui voient le jour en fait à cette époque-là. Il y a par exemple Evening Star, le Canadian Illustrated News, il y a son pendant francophone, l'opinion publique, la patrie, la presse, etc. Mais c'est vraiment l'arrivée du Canadian Illustrated News là, en 1869 qui va marquer le point de départ de ce nouveau type de presse-là qui fonde en fait sa spécificité sur la présence de l'image. La presse partisane, elle existe toujours, mais son influence en fait diminue tranquillement. Il va falloir attendre jusqu'en 1884, qui est l'année en fait de la naissance du journal La Presse, pour vraiment que les journaux d'opinion cessent de dominer le marché et que le passage d'un type de presse s'effectue vers l'autre tranquillement. C'est à ce moment-là, en fait, que la production des journaux, qui était autrefois artisanale, va devenir tranquillement l'objet d'une économie d'échelle, en fait. Il faut s'imaginer qu'il était désormais possible pour les éditeurs d'imprimer leur journal en plus grand nombre de copies, ce qui, en passant, diminuait le coût pour chaque exemplaire. Et en même temps, comme le prix de vente était diminué, la presse, elle attirait tranquillement une clientèle qui était plus large et qui réunissait en fait toutes les classes sociales. Autrement dit, contrairement à la presse partisane qui axait son contenu sur l'actualité politique et qui s'adressait à un lectorat élitiste, les grands quotidiens, eux, d'information, vont destiner rapidement leur publication à un large public qui va être composé en fait de la masse ouvrière dont le taux d'alphabétisation avait augmenté. Et puis ça va être la même chose du côté des grands magazines illustrés. Là, la situation elle est très similaire. Vers 1890, les magazines vont atteindre aussi un lectorat plus populaire. Alors qu'au départ, c'était des périodiques qui étaient relativement coûteux, puis qui s'adressaient là aussi à une clientèle aisée et cultivée. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que l'arrivée de la grande presse va engendrer des nouveaux besoins en matière d'illustration pour attirer les lecteurs. Les éditeurs vont entre autres faire appel plus que jamais là, au travail d'artistes qualifiés, ce qui va engendrer dans le fond l'apparition des dessinateurs professionnels. Au départ, les imprimés sont illustrés par un, voire deux dessinateurs, mais rapidement, il y a plusieurs éditeurs qui vont se doter d'une équipe. Et c'est comme ça, vers 1880-90, que les dessinateurs vont être prêts à servir les nouveaux objectifs de ce journalisme moderne-là. Et ces nouveaux objectifs-là, ça va être notamment de se mettre au service de l'actualité et du divertissement. Et parfois, on va le voir, du nationalisme. Au niveau du contenu, le journal moderne s'oriente plutôt vers les faits divers, les nouvelles, les correspondances,
les publicités, la mode, etc. Ici, vous avez des images dans le diaporama des bâtiments et des bureaux du journal La Presse où travaillait justement, entre autres, une équipe de dessinateurs. Donc, maintenant, plusieurs dessinateurs, en fait, vont réaliser des pages entières d'illustrations sur, par exemple, les incidents de la semaine. Ce sont des faits divers qui étaient présentés comme des babillards ou comme des bandes dessinées, composées là, de bulles, de carrés. Vous avez ici deux beaux exemples de couverture, une réalisée par Henri Julien pour l'opinion publique et une autre par Edmond-Joseph Massicotte pour Le Monde illustré. Les faits divers, en fait, qui étaient souvent couverts par les dessinateurs dans ce type de page-là, c'était souvent des naufrages, des noyades, des attaques d'animaux, des accidents de carrioles, des grèves, des manifestations, etc. Dans les faits divers, il y avait également les catastrophes, en fait, dites naturelles, comme des incendies, des inondations, des tempêtes. D'ailleurs, les aléas de mère nature l'hiver, c'était vraiment un sujet de prédilection des dessinateurs. Presque tous les dessinateurs ont exploité, entre autres, le thème de la tempête de neige. On a ici un très bel exemple, des très bels exemples de Napoléon Savard et de Jobson Paradis, que vous voyez ici. Un autre élément important, c'est l'arrivée du sensationnalisme. Les journalistes à l'époque vont commencer à se mettre à offrir des détails sur les crimes et les catastrophes, sur les jugements de cour, sur les nécrologies. Ici, vous avez un exemple d'un déraillement de train et d'un meurtre. Tous les deux ont été illustrés par Brodeur pour Le Monde illustré. Ici, regardez, le titre est déjà assez sensationnaliste. Les victimes sur leur lit funèbre. En fait, Brodeur présente le portrait de 4 cadavres comme on l'aurait fait d'un cliché photographique. Donc ça, c'est vraiment l'arrivée du sensationnalisme. Il y a aussi les événements sportifs et les activités ludiques qui étaient couverts par les dessinateurs, comme les pièces de théâtre, les opéras, les bals, les réceptions mondaines, les excursions et autres amusements de plein air. Montréal est dans une pleine effervescence à cette époque-là. Je vous présente deux des plus beaux exemples que j'ai découverts à ce jour dans les journaux. Vous avez ici un concours épique qui a été réalisé par Paul Caron. Et je dois dire qu'avec le peu de liberté que les dessinateurs devaient avoir parfois, je trouve que Caron a vraiment su être original. Vous avez ici, il utilise, vous voyez les fouets équestres des chevaux là, pour diviser ces espaces de composition. Il y a vraiment un jeu dans les formes. Un autre exemple, vous avez la skieuse de Georges Latour. À l'époque, sur le Mont-Royal, on pouvait skier et on pouvait aussi faire des concours de raquettes et d'autres sports d'hiver. Si vous regardez la date 1929, le journal La Presse, à ce moment-là, réalisait vraiment de plus en plus des couvertures couleurs. Finalement, il y a certains dessinateurs qui vont également travailler au service du nationalisme. Là, je vous explique brièvement. Dans le fond, au tournant du 20e siècle, il y a la montée des nationalismes qui va entraîner, dans le fond, les États-nations, comme le Canada français, vers un désir de se définir en tant que nation distincte. Malheureusement, on le sait, ça va être fait sur le principe de l'homogénéité raciale. Là. À l'époque, on repousse l'autre sur toutes ses formes, que ce soit l'anglais, les migrants, le protestant. L'entrée dans la modernité, en fait, les vagues d'immigration qui déferlent au pays, en plus des Canadiens français qui partent pour les États-Unis et l'Ouest pour trouver du travail, tout ça apparaît en fait aux yeux de l'élite, des élites dirigeantes comme des dangers en fait qui pouvaient fragiliser la cohésion du peuple. Et vraiment par peur de perdre leur spécificité culturelle, donc la langue, la religion, au contact des étrangers, les élites vont vraiment lancer un grand projet qui va être celui d'écrire l'histoire de la nation et aussi d'ériger sa mémoire collective sur les bases d'un passé historique. Là, à ce moment-là, il y a des réseaux de sociabilité et de pouvoir qui vont commencer à s'associer au projet national. Ces réseaux-là vont prendre toutes sortes de formes. Ça va être les cercles littéraires, les sociétés historiques, les dynasties familiales, etc. Et de tendance libérale ou conservatrice, c'est pas grave, ces regroupements-là se rejoignent en un objectif commun qui va être leur sentiment nationaliste. Sentiment qui va passer d'abord et avant tout par la fierté de la langue et un désir de préserver en fait l'identité de la nation, en s'ajoutant, pour certains, oui, à une volonté, dans le fond, de protéger la religion catholique du protestantisme. C'est ces réseaux-là qui possèdent et contrôlent en fait en grande partie le milieu des imprimés.
donc la presse écrite et le marché du livre. Un exemple, les librairies, les imprimeries, tout ça leur appartient. Ce sont eux, dans le fond, qui commandent, ils produisent, ils distribuent, ils financent les médias de l'époque. Donc, les dessinateurs de presse qui sont employés au service des médias vont être forcés, en quelque sorte, de prendre une tangente. Il n'est pas question nécessairement de conviction là, politique ou religieuse, c'est leur emploi, c'est leur gagne-pain. Les recherches récentes que j'ai faites ont démontré que les BDistes et les caricaturistes ont eu une tendance à travailler demeurer au sein des journaux plutôt de gauche, libéraux, tendance laïque, sans doute parce que le genre de la caricature, en fait, était mieux accepté par la gauche. On le sait, à l'époque, l'Église et la droite ne voyaient pas la caricature d'un bon œil. Pour ce qui est des dessinateurs qui avaient une bonne situation, un poste stable, mieux rémunéré au sein de la grande presse, eh bien, ils restaient en poste au sein de la grande presse. C'est le cas, par exemple, de brodeurs, de bourgeois, par exemple. Et il y a des cas uniques comme Mascotte qui ont pris des tangentes un peu particulières avec des contrats parfois pour la droite. Je vous présente ici rapidement 2 exemples concrets de propagande de droite réalisés par Mascotte. À l'époque, en fait, les éditions Beauchemin assuraient à un certain moment à Mascotte une panoplie de commandes, comme des livres de récompenses, des manuels scolaires, des affiches, des cartes postales. Le dessinateur, en fait, il contribuait aussi là, à l'almanach du peuple. Ce qui arrive, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, le dessinateur va entre autres réaliser une propagande clérico-nationaliste, ce qui veut seulement dire un nationalisme d'extrême droite religieuse, clérico-clérical, donc un nationaliste de droite, et il va créer pour le gouvernement notamment une série de cartes postales qui était intitulée « L'aide à nos soldats, retour à la terre ». C'est une propagande en fait qui était adressée aux soldats qui étaient rentrés au pays après la guerre. Puis l'objectif, c'était de démontrer en fait les bénéfices de s'établir à nouveau sur le territoire, puis nécessairement en parallèle d'encourager les hommes à coloniser le territoire. Un autre exemple ici, très concret, une affiche que Mascotte a réalisée pour la Société de la tempérance de l'Église Saint-Pierre, dans laquelle il dessine un petit garçon qui est amené à choisir au début de sa vie d'adopter la tempérance ou non. Donc, de choisir le bon ou le mauvais chemin à suivre. Et là, l'affiche présente toutes les choses positives ou les choses négatives qui attendent ce jeune garçon selon le choix qu'il va prendre. Donc ça, c'était 2 exemples très concrets. On va clore la conférence en regardant cette fois les transformations qui ont lieu dans le domaine de l'édition. En fait, dans le dernier tiers du 19e siècle, la presse joue un rôle capital dans la diffusion des textes littéraires. La production locale, là, elle est entre autres médiatisée sous la forme de romans feuilletons. Ça signifie en fait que chaque semaine, les œuvres littéraires vont être découpées en parties et diffusées dans les journaux ou les revues spécialisées. Donc, ce qui arrive, c'est que rapidement, les conditions du marché de la littérature vont s'améliorer et au début du 20e siècle, la demande du public va être plus grande en fait en matière de littérature locale. La presse d'information va aussi se mettre, dans le fond, elle aussi, à faire circuler les textes littéraires dans des sortes de suppléments qui vont en fait atteindre jusqu'à parfois 30 pages. Donc, les librairies, il y a également les librairies aussi, oui, et les bibliothèques qui, elles, vont également vendre des ouvrages imprimés, donc des livres, aux côtés là, des objets de papeterie de piété. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est comme le circuit de diffusion de la littérature s'améliore, ben, la présence de l'image aussi, elle va changer parce que les lecteurs y ont pris goût. Autrement dit, les lecteurs ils ont l'habitude de voir toutes les semaines leurs feuilletons illustrés dans les journaux, donc ils vont demander à ce que ça soit la même chose pour les livres. Nécessairement, ces changements-là dans le domaine de l'édition littéraire vont avoir un impact direct sur le travail des artistes visuels, que ce soit les peintres ou les dessinateurs. Ça leur permet en fait d'avoir des nouvelles opportunités de contrat de travail, que ce soit pour illustrer les feuilletons dans les journaux ou les livres. Donc, au Canada français, l'illustration des romans va, par contre, là, elle va être assez rare avant 1880-90, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut attendre que se généralisent là, les techniques de reproduction photomécanique de l'image, qu'on a vu brièvement. Donc, avant 1880, il va y avoir quand même quelques manifestations d'ouvrages illustrés. Les dessinateurs les plus âgés, comme Brodeur et Julien, vont participer là, à quelques publications. Je vous donne un exemple ici. En 1886,
Il y a Julien qui va illustrer notamment la réédition du roman de Philippe Aubert de Gaspé, Les Anciens Canadiens. La première version, elle était en 1863. Du côté des romans, on peut penser aussi à Barré et Julien qui vont illustrer La Chasse-galerie de Honoré Beaugrand en 1900. Mais c'est vraiment des cas uniques. Après le tournant du 20e siècle, là, les romans illustrés vont être de plus en plus nombreux et presque tous les dessinateurs montréalais vont participer à l'expérience. Les publications collectives vont être très populaires, en fait, que ce soit pour des recueils de poésie, de contes, de nouvelles. Le public va aimer voir plusieurs artistes qu'ils connaissent illustrer un même ouvrage, des artistes qu'ils ont l'habitude de voir dans les journaux. Et bien sûr, ça va encourager les éditeurs à tenter l'expérience des publications collectives illustrées. Exemple flagrant, ça va être celui du livre de Rodolphe Gérard, donc Marie Calumet. Dans l'édition de 1904, il y a 9 dessinateurs qui sont engagés. La marche va être entre autres sélectionnée là, pour réaliser la couverture du roman, qui est un portrait en pied du personnage de Marie Calumet. Et il n'y a pas de doute, l'illustration elle fait vraiment partie intégrante des stratégies pour séduire les lecteurs et augmenter les ventes. Par ailleurs, il arrive aussi en fait qu'on choisisse en fait des nouveaux illustrateurs pour une réédition. On peut penser à Contes vrais de Pamphile Lemay. Première édition en 1899 du recueil, elle avait été illustrée par Frederick Simpson Cockburn. Et la deuxième édition, elle, va comprendre 12 dessinateurs et peintres. Mascotte avait d'ailleurs été sollicitée pour la couverture, mais elle n'aurait pas été finalement utilisée. Vous en avez ici une illustration. Encore aujourd'hui, c'est un peu difficile de savoir quels étaient les critères pour choisir un artiste qui allait faire la couverture, mais il est certain que c'était une commande vraiment valorisante. Est-ce qu'on ne demandait pas à tous les artistes participants de proposer un portfolio et on choisissait dans le fond à partir de là en conséquence du plus réussi? Ou est-ce que c'était pas une question de bonne entente entre l'artiste et l'écrivain ou entre l'artiste et l'éditeur-imprimeur? On ne le sait pas. Bon, on conclut. Je conclus ici. Nous avons vu aujourd'hui, en fait, qu'au Canada français, à partir de 1850, il y a des mutations profondes qui vont se dérouler dans les sphères de l'enseignement, des communications, de l'édition, ce qui va provoquer l'émergence des dessinateurs de presse professionnels dans la métropole montréalaise. On l'a vu, il y a l'arrivée des innovations technologiques et journalistiques qui vont engendrer, en fait, le passage d'une presse d'opinion à une presse d'information. Et ça transforme le visage de la presse écrite. L'image, elle devient un élément essentiel à la politique éditoriale des journaux et des magazines illustrés. Puis en parallèle, on l'a vu, le marché de la littérature canadienne-française va vivre un essor. Donc, il y a plusieurs jeunes qui aspiraient, oui, au départ à une carrière de peintre, mais qui vont se réorienter là où la demande les attend dans un système, à cause d'un système artistique saturé. Donc, une profession de dessinateur dans l'industrie de la presse, ça leur permettait quand même, somme toute, là, de faire valoir leur talent artistique, une partie de leur talent artistique en gagnant leur vie. L'apparition marquée de l'image, on l'a vu au sein des journaux qui étaient autrefois strictement réservés aux débats politiques, va venir entre autres créer une demande plus grande pour les services des dessinateurs de presse et l'image va envahir l'espace rédactionnel. Elle va entraîner là, les grands quotidiens à l'emploi de plusieurs dessinateurs. Et les jeunes apprentis qui travaillaient dans les firmes Desbarras, par exemple, de Georges-Édouard Desbarras, vont utiliser leur formation dans les ateliers comme un tremplin à une carrière dans le milieu de la presse écrite. À la fin du 19e siècle, les dessinateurs vont se partager en fait le circuit des imprimés, les revues, les magazines, les journaux, les almanachs, la publicité, et ils vont se partager aussi le nouveau marché du livre illustré. Au sein de la petite et de la grande presse illustrée, ils vont dans le fond, ils vont alterner et enchaîner des postes à la pige, des contrats de courte durée et parfois, on l'a vu, des postes permanents. Les relations serrées, en fait, qui vont se tisser entre les artistes du milieu de la presse et ceux de l'édition vont permettre non seulement de créer des opportunités de collaboration artistique, mais aussi, en fait, d'encourager parallèlement l'essor de l'illustration et la professionnalisation du métier d'artiste, de dessinateur, pardon. Donc, tour à tour, ceux qu'on appelle aujourd'hui des dessinateurs de presse, c'était en réalité, en fait, des peintres, des BDistes, des caricaturistes,
des illustrateurs, des publicitaires, des reporters d'actualité, et leur production graphique témoigne vraiment d'une réelle multidisciplinarité. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Bien, merci beaucoup pour votre conférence. Là. C'était fascinant, vraiment. Merci de nous avoir fait découvrir ce métier qui est assez méconnu, je dirais, de l'histoire et qui est pourtant vraiment captivant. Merci. J'aurais une ou deux questions pour vous avant de conclure. En fait, vous positionnez le point de départ de la presse d'image en 1869, mais vous parlez de la naissance du métier de dessinateur vers le tournant du 19e siècle. Donc, je me demandais comment on illustrait les journaux au Canada français avant cette période. Oui, ben c'est une super bonne question. Ben, tu as raison, il y a quelque chose avant le métier de dessinateur de presse. En fait, avant les dessinateurs de presse, il y avait les xylographes. En fait, c'est des graveurs. La xylographie, c'est de la gravure sur bois en relief. Et c'était à l'époque la seule technique qui était compatible en fait avec les procédés de typographie. Donc, au pays, là, je vous dirais qu'au pays, il y avait très peu de xylographes. Un des seuls qu'on avait, c'est John Henry Walker. Et souvent, à l'époque, les xylographes, c'était des graveurs de reproduction. Ce que ça signifie, en fait, c'est seulement qu'ils étaient payés pour reproduire des illustrations et non les créer. C'est sûr que Walker, il était un des rares à reproduire et créer également des images. Mais bon, il y en avait très peu. Et on attribuait en fait le talent artistique d'un artiste à sa capacité de reproduire l'illustration. Donc, je vous dirais que au départ, en dehors des caricatures qui déjà commençaient à être de plus en plus fréquentes dans les petits journaux dédiés à la caricature, l'illustration de manière générale, là, elle est vraiment très, très rare avant l'arrivée des innovations, dans le fond, des machines qui vont permettre là, de passer de la gravure à l'illustration, au dessin. Et quelqu'un comme Henry Walker, qui déjà avait pas un métier très, très reconnu, ne va pas pouvoir suivre le processus de transfert d'un métier à l'autre. Alors que, par exemple, comme Henri Julien, qui lui se retrouve comme au moment charnière du passage de la xylographie au dessin, lui va être en mesure, il va être assez jeune pour pouvoir se former et suivre la transition entre les deux. Je vous dirais aussi que au départ, ça se fait pas d'un coup. Les anciennes méthodes de gravure vont quand même côtoyer dans les imprimés les nouvelles méthodes, mais c'est très différent quand on regarde un journal au début. C'est des toutes petites vignettes xylographiques, donc des petites gravures qui se retrouvent vraiment à l'intérieur du texte ou en en-tête, alors que là, comme ce que je vous ai présenté dans le diaporama, c'est des belles grandes pages couverture, donc c'est vraiment différent. Ah, ben c'est super intéressant. Autre question aussi qui a titillé un peu mon intérêt. Vous avez parlé d'une femme qui était présente à une exposition de dessinateurs. Donc, je me demandais en fait, puisqu'à cette époque-là, il y a quand même l'arrivée bon, d'Henriette Dessaulles, par exemple, ou Robertine Barry dans la presse en tant qu'écrivaine, parfois bien sûr avec un nom d'homme, mais je me demandais, avez-vous trouvé peut-être des traces de femmes dessinatrices dans les dossiers que vous avez consultés? Très peu. Moi, je vous dirais que mon mémoire et ma thèse portent sur les dessinateurs de presse francophones à Montréal. Et je sais que c'est dans le milieu anglophone. La femme que vous avez vue tout à l'heure, là, elle était anglaise, elle travaillait pour le Star. Donc, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là, en effet, pour aller peut-être creuser un peu plus loin pour savoir comment ces femmes-là aussi, quel était leur statut en tant que femmes dans un milieu ouvrier où c'était plutôt les hommes. Je sais qu'il y a actuellement une étudiante là, au doctorat qui travaille, donc à venir peut-être, là, qui travaille sur les caricaturistes femmes. Et ce qu'elle nous disait récemment, c'est que c'est dans des réseaux de sociabilité intime. Donc, c'est dans des réseaux un peu privés que les femmes avaient une pratique de la caricature. Mais bon, on est encore là au début des recherches, je pense qu'il y a un travail à faire. Ah, mais oui, mais c'est certain, mais en tout cas, là, c'est toujours très intéressant de trouver parfois justement les femmes derrière les noms d'hommes, en tout cas. Dernière petite question avant de conclure. Vous avez mentionné des cas comme Massicotte, en fait, qui s'est orienté vers le clérico-nationalisme au tournant du 20e siècle. Pouvez-vous parler nous parler un peu plus de son cheminement individuel, puis comment il diffère de celui de ses confrères dessinateurs?
Oui, oui, ben oui, c'est une bonne question aussi. Si jamais le thème vous intéresse, vous avez l'ouvrage de l'historien de l'art David Carrel qui a traité de toute la carrière de Massicotte. Mais en effet, je me suis aussi attardée sur ça dans mon mémoire de maîtrise. Grosso modo, en fait, c'est juste, comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'au tournant du 20e siècle, il y a la montée du nationalisme. On a vu, là, il y a les caricaturistes et les BDistes qui vont avoir tendance naturellement à rester dans les journaux de gauche, ceux qui ont des postes plus rémunérés, plus stables au sein de la grande presse. Et Massicotte, eh bien, lui, tout à coup, sa carrière va prendre comme un tournant inattendu, qui va être en fait, c'est parce que Henri Julien, le grand Henri Julien, qui est le modèle de sans doute beaucoup de dessinateurs, va décéder en 1908 et sa place comme dessinateur attitré à l'Almanach du Peuple des éditions Beauchemin se libère. Et là, il va falloir remplacer Henri Julien et c'est Edmond-Joseph Massicotte qui va prendre sa place. C'est vraiment difficile de dire comment il est arrivé là. On sait aujourd'hui que Edmond-Joseph Massicotte était extrêmement proche de son frère aîné, Édouard Zotique Massicotte, qui était un archiviste qui a travaillé là, dans le fond avec le folkloriste Marius Barrault. Et ce Édouard Zotique Massicotte-là était vraiment là, très bien ancré dans toutes sortes de cercles de sociabilité et de projets. Donc, éventuellement, est-ce que ce serait pas son frère aîné qui lui a donné ce poste-là? Mais à partir de ce moment-là, il y a une charnière dans sa carrière où que M. Carrel avait réalisé qu'on passait vraiment d'un volet un peu plus moderne. Donc, Massicotte, là, au tournant du 20e siècle, il fait de la caricature, du portrait, du dessin, de l'illustration littéraire, toutes sortes de choses. Mais après, c'est comme s'il prenait une tangente un peu plus traditionnaliste. Et là, je vous dis pas que c'est par conviction politique ou religieuse, parce qu'on sait aujourd'hui, la famille Massicotte, elle était plus de tendance libérale. Mais c'est son travail. Et là, on va voir à partir de là qu'il va faire des illustrations plus de thématiques traditionnelles au service du clérico-nationalisme et de la propagande également. Mais ça sera pas que ça, mais ça va faire partie de ces nouveaux contrats de travail. Ah ben merci, c'est vraiment un parcours intéressant. Bien merci pour cette conférence, Anne-Philippe Beaulieu. Et pour ceux et celles qui sont fascinés par l'histoire de la presse, je rappelle que ce soir à 19h30, il y a une table ronde sur les 150 ans d'histoire de la tribune de la presse du Parlement au Québec. Donc, dès ce soir, 19h30. Donc, on vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci.